Bonjour à tous, bienvenue dans cette interview. Bonjour Boris. Bonjour Guillaume. Boris, vous êtes associé au sein du cabinet Bird & Bird, vous êtes spécialiste du financement de projets. Vous venez donc de publier un ouvrage sur le financement de projets en Afrique avec Ousmane Diawara, associé au sein de EY Consulting. Et donc sans transition, on aimerait vous entendre aujourd'hui, Boris, notamment sur un premier sujet, c'est sur les enjeux pour la France et l'Europe aujourd'hui dans la sécurisation de l'approvisionnement dans les métaux critiques. Aujourd'hui, quels sont les enjeux pour le continent et notamment dans le secteur de l'automobile? Et finalement, quel peut être le rôle à jouer du continent africain face à ces enjeux? Oui, merci. Alors, les enjeux, ils sont multiples, mais peut-être pour les synthétiser, tout d'abord, particulièrement pour le secteur de l'automobile, c'est une activité historique sur le sol européen. Et sur la France, ça représente 4% du PIB annuel, l'automobile. Donc en fait, les matières critiques, il faut les appréhender comme absolument vitales pour ce secteur. Pourquoi ? Parce que effectivement, la transition énergétique, elle est en route avec l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut produire des véhicules électriques. Qui dit véhicule électrique dit batterie, et qui dit batterie dit minerai critique. Et qui dit minerai critique dit nécessité de sécuriser cet approvisionnement. Alors l'Europe, elle se trouve confrontée à une double difficulté. D'abord, elle doit sécuriser des matières critiques qu'elle n'a pas forcément, et ensuite, elle doit rattraper son retard face à la Chine, qui, elle, a sécurisé depuis plus de 2 décennies ces matières critiques, notamment sur le sol africain. Alors, les enjeux pour l'Europe, ils sont donc colossaux, puisque effectivement, la date couperet, elle est très proche. C'est 10 ans, c'est très court. Notamment pour le temps minier, c'est très court. Et donc, il y a 2 technologies qui dominent le marché, que tout le monde connaît, mais on va rentrer un tout petit peu plus dans les détails. La première technologie, c'est la batterie NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. Elle est effectivement assez fiable, mais très gourmande en cobalt. Et le cobalt s'est extrait majoritairement dans un pays, par exemple, la République démocratique du Congo, qui représente 63% du cobalt mondial, mais 80% exporté en Chine. La deuxième technologie, c'est la technologie LFP sur le secteur donc EV charging et véhicules électriques. La batterie LFP, elle a une technologie qui est une alternative peut-être moins coûteuse, plus fiable, mais elle nécessite, comme son nom l'indique, du lithium, du fer et du phosphate. Et là encore, si on veut prendre la comparaison de l'Europe et de la Chine et des enjeux, 55% du lithium est actuellement raffiné en Chine. Donc, même si les technologies évoluent, ces matières critiques seront absolument vitales pour l'Europe, d'où la nécessité pour celle-ci de bâtir un plan d'action à long terme. Alors, de nombreuses mesures ont été prises, un plan d'action pour les matières critiques en 2020, un plan Pacte Vert pour l'Europe également une alliance pour les batteries qui représente 120 acteurs industriels et institutionnels, notamment pour sécuriser la situation des batteries électriques pour les véhicules automobiles. Et enfin, point d'achèvement, le Critical Raw Material Act, qui est cette année le point d'orgue donc de cette politique pour assurer la sécurisation des matières critiques et l'exploitation éventuellement aussi de matières critiques sur le sol européen. L'Afrique peut ici se positionner comme un acteur et surtout un partenaire clé de l'Europe, car elle est de l'autre côté de la Méditerranée, et elle pourrait être donc une possibilité de réduire le bilan carbone pour acheminer le minerai, le transformer et produire ces batteries pour l'Europe. Et vous avez des exemples de pays, par exemple, qui peuvent être amenés à jouer ce rôle dans la relation? Alors, il y a deux pays dans le cadre d'un partenariat que l'Europe a lancé en 2022 et qu'elle appelle Africa MAVAL, Africa Raw Material Value Chain Partnership. Depuis 2022, l'Europe essaye de bâtir une collaboration, on va dire, entre l'Afrique et certains pays d'Afrique et l'Europe pour ce sourcing de minerais, pour un développement responsable de projets miniers. Et il y a déjà 2 pays qui émergent en cela, c'est le Maroc et le Sénégal, par exemple. D'accord, c'est intéressant. Et donc, d'ailleurs, en parlant des États africains, il y a aujourd'hui une ambition de plus en plus forte de ces États de sécuriser, de développer les chaînes de valeur, notamment si on parle d'industrialisation, on parle de transformation au sein de ces territoires. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui les codes miniers des États africains leur permettent finalement d'atteindre cette ambition? Alors,
Effectivement, c'est une question qui est de plus en plus récurrente. On voit dans l'actualité de nombreux pays africains, d'ailleurs, au-delà même du simple domaine minier, une volonté de remonter dans la chaîne de valeur, d'augmenter le contenu local sur différentes industries, sur différents secteurs. Dans le secteur minier, il faut dire, ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà depuis plus d'une vingtaine d'années que de nombreux codes miniers contiennent des clauses imposant un contenu local et on en trouve donc la source textuelle et la possibilité de sanctionner éventuellement le non-respect du contenu local à de nombreux niveaux dans ces textes. Cela étant, il reste souvent lettre morte dans la pratique. On a peu d'exemples. Si on prend par exemple un exemple d'un code minier relativement récent, le code minier de Guinée, il contient tout ce type de clauses avec une obligation de contenu local, de transformation locale, mais il n'y a pas eu énormément de transformation locale et de mise en œuvre réellement sanctionnée des faits localement. Pourtant, il existe de nombreuses obligations et de nombreux moyens d'augmenter cette part locale à deux niveaux. D'abord, le contenu local, c'est-à-dire actionnariat local, salariés locaux, transfert de savoir-faire. Et puis, il existe aussi une possibilité beaucoup plus directe, c'est de se dire, pour les matières critiques notamment, on va essayer de transformer localement, donc de raffiner et d'extraire non pas la matière brute, mais une matière transformée avec plus de valeur ajoutée. Alors, ça a été fait, ou en tout cas c'est en passe d'être fait dans certains pays africains. On a des exemples, par exemple au Botswana, la JV entre De Beers et une société d'État pour effectivement développer une activité commune dans le diamant sur place. On a également un exemple très récent, fin 2022, le Zimbabwe a décidé d'interdire totalement l'exportation de son lithium brut qui ne peut plus sortir du pays s'il n'a pas été un tant soit peu transformé sur place. Donc c'est une mesure relativement radicale qui a été prise et effectivement cette mesure elle a immédiatement créé généré une décision d'une entreprise chinoise d'implanter un parc de fabrication de batteries sur le territoire du Zimbabwe. Mais il y a d'autres exemples et nul doute qu'il y aura d'autres exemples d'augmentation du contenu local et de remontée dans la chaîne de valeur des économies africaines. D'ailleurs, c'est le sens de l'histoire. Je pense que ça doit être soutenu, à condition évidemment d'avoir une volonté politique claire dans la durée, des économies stables, des personnels localement formés, formables, et tout cela dans un écosystème ESG qui fonctionne, puisque toutes les personnes qui souhaitent se fournir en matière souhaitent aussi s'assurer que les conditions locales sont soutenables, durables et conformes à leurs standards. D'accord, très bien, c'est très clair, merci beaucoup. Et donc il y avait un autre sujet qui nous intéressait, c'est par rapport au financement du secteur minier. On sait qu'il y a des projets très intensifs en capital, on peut penser au projet Simandou en Guinée, au projet Kamoa, Kakula au Congo. Et on peut aussi avoir à l'esprit les infrastructures qui peuvent être liées à ces projets miniers. Donc, quelles sont, selon vous, les spécificités du financement du secteur minier, et notamment sur le continent africain ? Alors, d'abord, en lien un petit peu avec ce qu'on vient de dire sur le contenu local, c'est intéressant de se rappeler que le secteur minier, c'est un secteur où le secteur public a un rôle prépondérant. Il est sans doute très souvent actionnaire, effectivement, au capital des sociétés minières. Il peut aussi avoir créé des fonds souverains ou des fonds d'investissement pour investir dans le secteur minier. Ça se voit dans de nombreux pays, par exemple en Zambie. Mais sur le financement de projets miniers, ce qu'il faut aussi souligner, c'est sans doute que la difficulté, c'est que le temps minier est long. Il est effectivement long, avec une nécessité de se financer à long terme, puisque l'exploration est très gourmande en capitaux. Et effectivement, on va avoir besoin de sécuriser du financement pour les infrastructures d'exploration et puis éventuellement de transformation, production sur place, mais également aussi pour ce qui peut être la fourniture d'énergie. Et là, le financement de projets miniers, il va permettre effectivement de créer les besoins en financement, de nourrir ces projets avec des capitaux pendant une longue durée. Et en général, les banques, sur ces projets, ce qu'elles vont regarder, ce n'est pas comme dans les financements de projets classiques, les revenus
et la trésorerie générée par les revenus futurs de la société de projet, mais surtout d'abord la valeur des actifs sous-jacents. Donc les études de bancabilité, de faisabilité sur les projets miniers seront particulièrement regardées par les banques sur le financement de projets miniers. Ensuite, elles vont regarder, et c'est pour ça aussi qu'on peut structurer ces financements de projets sur ces dossiers miniers, elles vont regarder les différents types de risques. On a différents risques particuliers dans le secteur minier. D'abord, le risque géologique, effectivement, est-ce qu'on a la qualité ou est-ce qu'on va continuer à avoir la quantité de minerais nécessaires prévus justement dans cette phase d'étude. La deuxième typologie de risque, c'est évidemment les risques de marché. Est-ce que le marché ne va pas se retourner et que la valeur des minerais sera toujours la même pour assurer effectivement des revenus en quantité suffisante, sachant qu'effectivement, les banques vont vouloir nantir les revenus futurs, en tout cas avoir une cession des revenus futurs issus des contrats de fourniture de minerais, par exemple. Et puis également, classiquement, les banques sur les financements de projets miniers vont regarder comment sécuriser les revenus à long terme en ayant une stabilité politique. Et donc, elles vont regarder, s'assurer qu'il y ait des engagements forts de l'État et des sociétés publiques pour sécuriser le projet. Alors, sur les projets miniers, peut-être, pour mentionner, 3 types de sûreté peut-être qui seront prises par les banques. D'abord, des nantissements de comptes, sans doute, et puis des cessions de créances futures. Évidemment, on en a parlé, les créances issues de la vente de productions minières. Et puis, enfin, dernier point, nantissement des titres miniers associés au projet. D'accord, eh bien, très bien, merci beaucoup Boris. J'aimerais vous remercier pour cette intervention très éclairante sur les dynamiques du secteur. Merci. Et puis merci à tous pour votre participation et je vous invite à suivre le webcast dans son intégralité pour encore plus d'éclairage sur le secteur.